Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 83 d'Ose écrire et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anaëlle Chaudet, elle-même accompagnatrice d'auteurs, bêta-lectrice, j'en passe et des meilleurs. Dans cet épisode, on parle d'organisation, de gamification et de plaisir d'écrire, notamment parce qu'on parle de son nouveau livre Level Up. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment passionnant. Bonne écoute et à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Hyper heureux de t'accueillir parce que je trouve ton contenu hyper inspirant. Je suis sûr que depuis 2020, du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à l'écriture grâce à toi, ou en tout cas qui avancent en plus sur leurs textes grâce à toi. Et pourquoi je t'avais proposé spontanément, en tout cas pourquoi j'avais osé te proposer spontanément de venir enregistrer, c'est que du coup tu as sorti un livre avec Marabout qui s'appelle Level Up. Ouais. Et en fait j'aimerais bien commencer par là. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu quelque part comment est né ce projet et quelle est l'intention, tu vois, pour les gens, pour les gens. Ok. Alors ce projet, du coup, c'est pas directement lié à l'écriture, mais c'est plutôt lié à l'organisation. Donc évidemment, ça aide Ok. aussi si on a un projet d'écriture, mais c'est un carnet d'organisation pour organiser sa vie professionnelle, personnelle, un projet qu'on a comme écrire un livre. Et c'est né en décembre 2023. Donc moi déjà, j'ai un TDAH, donc j'ai un trouble de l'attention, je procrastine énormément. Et en fait, dès que c'est ennuyeux, c'est compliqué de Hmm. travailler. Ça, c'est quelque chose sur lequel je communique beaucoup d'ailleurs sur mes réseaux. Et en décembre, je me suis dit, mais en fait, il me faut quelque chose il faut que ce soit un jeu, en fait. Il faut que je m'amuse en m'organisant, parce que sinon, ça va pas marcher. Et je me suis amusée sur Canva à créer des cartes, de petits formats cartes avec, par exemple, j'ai choisi le thème de la sorcière, donc j'avais le grimoire, j'avais le château hanté, et du coup, sur chaque carte, je mettais une tâche que je devais faire, le nombre de points que ça me rapportait, la récompense que j'avais, et voilà. Et j'ai imprimé mes petites cartes, je les plastifiais, je me suis dit, ah voilà, ça c'est rigolo, ça me donne envie de faire ça. Et après, je me suis dit, bon, par contre, sur le long terme, je passe trop de temps sur Canva, c'est pas possible. Mais je me suis dit, il y a un truc quand même là-dessus. Du coup, après, je me suis dit, il faut que je m'organise, mais sur un carnet, en fait. Je peux pas imprimer des trucs comme ça. Il faut que tout soit possible sur un carnet. Donc, j'ai cherché un carnet qui existait. J'ai cherché même aux États-Unis, en Allemagne. J'ai rien trouvé. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a rien qui a été fait pour avoir une organisation gamifiée, amusante, où vraiment t'as envie de t'y mettre, tu gagnes des points comme un jeu vidéo, mais en fait, version papier. Du coup, je l'ai fabriqué moi-même. Donc, sur mon carnet, à la main, j'ai passé une après-midi à faire ça. Et je l'ai partagé sur mes réseaux, mais comme ça, juste en story, je me suis dit, il y a peut-être trois zinzins comme moi, ça va les aider. Et en fait, j'ai reçu 70 messages de gens qui disaient, mais attends, mais c'est trop bien ton truc. Par contre, moi, jamais de la vie, je fais tout ça à la main, faut que tu le fasses publier. Et c'est là que ça m'a donné l'idée, parce que jamais j'aurais cru qu'il y avait un marché. J'avais l'impression d'être la seule zinzin à avoir besoin de vraiment de jouer pour m'organiser. Et j'aurais jamais pensé à publier ça. Donc, du coup, après, j'ai fait ça un peu plus sérieusement, donc fichier Word et tout. Et j'ai envoyé ça à trois maisons d'édition, dont Marabout, qui m'a répondu en 2 semaines. Ça, je pense que c'est intéressant à savoir. Ils m'ont répondu rapidement, mais je pense qu'en fait, dans ces collections-là, moi, c'est la collection euh, bien-être, organisation. En fait, il y a moins de... ils sont moins surchargés, en fait, donc je pense qu'ils répondent beaucoup plus rapidement. Donc pour les auteurs et les autrices qui nous écoutent, qui ont envie de créer peut-être un guide, quelque chose comme ça, sachez qu'il y a moins d'attentes que pour les romans, donc ça peut être intéressant quand même. Et du coup, ils m'ont répondu en 2 semaines. Après, j'ai revu le projet que je leur avais envoyé. Ils étaient vraiment gentils et déterminés parce que c'était pas clair. Donc vraiment, ouais, c'était vraiment très gentil. Donc ils ont vraiment posé beaucoup de questions pour comprendre. Et puis j'ai signé le contrat en avril 2024. Et après, il a fallu retravailler, etc. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et jusqu'à la version finale, en fait, que j'ai aujourd'hui. Putain, c'est incroyable. C'est marrant. Moi, ce qui me marque toujours dans ces histoires, c'est que euh, c'est vraiment une belle histoire et qui part toujours, tu sais, des petites excentricités qu'on a quelque part. C'est ce qui fait vraiment notre authenticité. Et c'est vraiment en embrassant ce truc-là et en la partageant que tu te rends compte que, ah, mais en fait, c'est ça qui touche les gens. Et puis tu te rends compte que les gens aussi partagent ce genre d'excentricité. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et
Et donc, quelqu'un qui achète Level Up, qui l'a en main, euh, comment ça se passe? C'est quoi la première, quelque part, comment ça commence pour lui? Alors, du coup, on explique comment ça fonctionne. Et en fait, après, c'est comme si, quand tu achètes ton carnet, c'est comme si tu étais le héros du carnet. Donc, tu as un Ouais. petit personnage qui est là, que tu peux colorier aussi. C'est un carnet que tu peux colorier exprès. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'une illustratrice travaille sur le projet pour que tu puisses vraiment te l'approprier. Et en fait, le coloriage, ça fait aussi une récompense. En fait, tu es content d'avoir un joli dessin. Donc, tout est vraiment pensé pour que ce soit gamifié et que tu prennes plaisir. Donc, tu as un petit personnage, c'est toi. Tu mets tes qualités, etc. Et après, ça t'explique en fait tout ce que tu as. Donc, tu vas pouvoir débloquer des artefacts. Donc, c'est des objets magiques. Il y a une épée, par exemple. Attends, je vais regarder tout ce que j'ai mis. Et en fait, tu as des trucs hyper jolis, hyper inspirants. Par exemple, tu as un chaudron de l'audace que tu peux gagner, une épée Hmm. du focus, bouclier de la sérénité, des choses comme ça. Et ça, on t'explique que tu vas pouvoir les gagner si tu gagnes des points. Et pour gagner des points, ben, il faut faire des tâches. Donc, soit c'est les tâches de la vie quotidienne, soit du travail, soit d'un projet que tu as. Et on t'explique, on te prend par la main vraiment, on t'explique comment organiser tes tâches. Donc, par mois, déjà, comment tu fais. Donc, je t'explique vraiment avec la méthode SMART Hmm. qui est assez connue. Donc, avec un objectif très spécifique, etc., réalisable. Euh, et du coup, tu fais tes tâches comme ça, tu choisis, tu es obligé de prioriser aussi pour pas en faire trop. Enfin, Hmm. c'est vraiment accompagné pour pas avoir une to-do list interminable. Par exemple, les gens souvent ne savent pas combien de temps ils mettent à faire une tâche. Donc en fait, ils mettent une to-do list. Et en fait, quand tu regardes combien de temps chaque tâche va te prendre, c'est une to-do list qui fait 15 heures. Évidemment que c'est infaisable sur une journée. Donc à la fin de ta journée, t'as pas fini, tu dis, oh bah non, bah, tu te sens mal parce que t'as pas fini. Mais en fait, c'était infaisable. Donc ça, on apprend à faire ça. Et à chaque fois, tu gagnes des points, en fait. Et donc, tu fais ça de manière mensuelle, hebdomadaire, journalière. Et tu gagnes des points. Et en plus, au lieu d'appeler ça des tâches, j'ai appelé ça des missions, des quêtes, enfin, etc. Vraiment pour que Ouais. ce soit amusant. Et tu gagnes des points, des XP. Et après, en fonction, si tu atteins certains paliers, tu gagnes des récompenses. Et les récompenses, c'est toi qui les fixes. Pour que ce soit vraiment... voilà, donc tu mets ce que tu veux. Par exemple, j'ai le droit de m'acheter un nouveau livre, par exemple. Ou de me faire un petit spa, enfin, en fonction de vraiment ce que tu veux. Et ça te motive de fou. Et pour te dire une petite anecdote, je l'ai testé sur mon fils, il avait 7 ans à l'époque. Parce qu'il râlait quand je lui demandais de vider le lave-vaisselle. Typiquement, je me demande toujours à moi. Et du coup, je lui ai fait ces petites cartes, je lui ai fait des points. Et ça a complètement changé. En fait, après, quand je lui demandais de vider le lave-vaisselle, il me disait, OK, ça me rapporte combien de points? 5 points. OK, si je fais ça, j'arriverai à 60 points demain. Ça veut dire que je vais avoir le droit à 30 minutes de jeux vidéo supplémentaires. Et ça marche aussi sur moi, en fait. Et ça, ça te motive de fou à faire tes tâches. Et même quand t'as la flemme, tu dis, ah, mais si je la fais pas aujourd'hui, ça retarde ma récompense. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc voilà. Et du coup, donc tu débloques des artefacts aussi quand tu atteins certains paliers, ce qui fait que ça te donne des super pouvoirs, encore des points supplémentaires, etc. Et pour encore ajouter de la gamification, tu as des défis hebdomadaires que t'es pas obligé de faire, mais moi, ça fait 1 an que je fais ça. Et je trouve que les défis hebdomadaires, ça rajoute un petit peu de nouveauté pour éviter de se lasser. Et du coup, c'est pareil, tu peux gagner des points supplémentaires. C'est par exemple, si tu fais ta tâche principale, si tu l'as finie avant 11 heures du matin, bah, t'as encore des points supplémentaires ou voilà, des trucs comme ça. Ça, tu touches mon cœur de petit geek. J'adore ce côté gamifié ouais, ça facilite la vie, hein. Franchement, ça rend les trucs tellement plus fun, tellement plus drôles. Et en même temps, ce que je trouve trop cool, c'est que ouais, c'est hyper profond dans la professionnalisation de quelque chose. Parce que, et tu vois, tu l'as dit, par exemple, la méthode SMART, on l'entend partout, même au travail, partout. Et en même temps, on n'ose vraiment jamais aller répondre aux questions qu'il y a derrière. Tu vois, c'est quoi, bah, comme tu l'as dit, découper, tu as une semaine, une journée, une matinée, etc. Ça veut dire quoi ça derrière? Comment on met un temps sur quelque chose? Et comment on le mesure? Tout ça, et c'est des questions, on les zappe un petit peu, on dit ouais, ouais, c'est clair dans ma tête. Bon, le fait est que c'est jamais clair et que généralement, c'est pour ça que ça bloque. Et quelque part, par la gamification, là, tu mets dans la main des gens tous ces outils qui sont hyper professionnalisants et, euh, et combinés
à une passion ou un projet, en fait, c'est ça qui te fait aller au bout de tout ça, quoi. Donc, Mais ouais, c'est c'est assez exactement passionnant. ça. Moi, je suis passionnée de neurosciences et Hmm. d'organisation, et depuis le temps, avec tous les problèmes d'attention que j'ai vraiment appris là-dessus. Et en fait, j'ai mis tout ça, mais dans quelque chose d'amusant, parce que je pense que l'organisation, ça fait peur aux gens. Tout le monde en a besoin, mais ça paraît tellement dur, tellement ennuyeux, que, comme tu dis, on n'a pas envie d'aller creuser, mais c'est quoi la méthode SMART? Hmm. Et souvent, ça fait peur quand on voit aussi la durée que va prendre nos tâches. Quand on regarde vraiment, on dit, non, mais attends, 4 heures pour ça, mais en fait, du coup, ça veut dire mes projets, en fait, je vais devoir repousser les échéances. Bah oui, souvent, c'est Ouais, ça. Mais là, on le fait ouais. de manière, voilà, on est vraiment pris par la main. Et il n'y a rien de mieux que de le faire de manière amusante, en fait. En vrai, Bah, je me dis, ouais, tu sais, c'est des phrases trop cons, mais en fait, la vie est trop courte pour pas s'amuser, quoi, en fait. mais ouais, C'est, mais en fait, c'est, c'est ouais, c'est, voilà. Mm. Et c'est marrant, ça me fait toujours. Il y a une autre phrase qui me vient là comme ça, c'est on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en plusieurs mois et on surestime toujours ce qu'on peut faire en une journée, tu vois. Et je l'ai vu pas plus tard qu'hier parce que moi j'ai un rapport. Alors là, du coup, je fais un partage très personnel, mais je trouve que ça rebondit aussi avec l'intention de Level Up, tu vois. J'ai un rapport très personnel à l'organisation et à des to-do list. C'est-à-dire que j'ai des phases. Parfois, je les fais sur papier, parfois sur ma tablette, parfois sur mon téléphone. Mais tu vois, j'ai vraiment un espèce de truc d'élan, tu vois, qui me fait ah ouais, là c'est trop cool, je vais faire mes to-do list sur mon téléphone, ça va vraiment changer ma vie. Bon, un mois après, je change, je l'ai fait sur mon papier. Et là, je suis une phase où je le fais sur papier. Et hier, j'ai fait l'erreur de faire une to-do list où j'ai mis tout ce que je voulais faire dans la semaine. Bah, lundi soir, hier, je vois ma to-do list, il y avait deux trucs qui étaient rayés, j'étais là, ah, vas-y, journée de merde. Et en plus, la semaine, et voilà, c'est foutu. Et tu vois, et là, je prends du recul et je fais, non, mais en fait, Sam, t'es trop con, c'est juste parce que t'as fait sur ta semaine, alors que d'habitude, tu fais par jour. Et c'est vachement bien parce que du coup, t'es tout rayé à la fin. Et ça, c'est des petits tricks comme ça qu'amène du coup le bouquin, ton bouquin, parce que c'est ça te met face à ça. Et c'est tout con, mais ça peut changer une année, quoi. Mais Donc, exactement. Mais c'est vraiment tout bête, hein, vraiment de mesurer, déjà choisir les tâches, parce que des fois, il y a des tâches qui sont très importantes à faire, mais qu'on procrastine parce qu'elles nous font ouais. peur et qu'elles sont intimidantes parce que c'est des grosses tâches. Et du coup, on va avancer, mais sur des petites choses qui ne nous font pas vraiment avancer. Donc là, on est obligé de prioriser. Mm. Et en plus de ça, on est obligé de mettre, en fait, combien de temps ça va me prendre. Et moi, je conseille de pas planifier plus de 70 à 80% de son temps chaque jour. Donc en fait, chaque jour, tu dois Ouais. savoir mais combien de temps j'ai pour travailler chaque semaine et chaque mois. Et quand on regarde ça, déjà, ça fait peur parce que quand tu te rends compte qu'en fait, que tu travailles à peu près que 22 jours par mois, déjà tu te dis, mais en fait, c'est rien du tout, 22 jours. Bah oui, t'es obligé de prioriser, de faire des Ouais. choix. Et en fait, quand on se pose pas 5 minutes sur ça, mais c'est comme ça qu'on fait des to-do à rallonge et qu'on n'y arrive pas. Et après, on se sent mal, on a l'impression d'être nul, alors que non, c'est juste le système qui est pas bon, tout simplement. Ouais. C'est hyper pertinent ce que tu dis. Et c'est là que je trouve que quelque part la rationalité froide des chiffres, parfois elle aide vachement parce que elle te fait prendre conscience de ouais, en fait, tu pourras pas tout faire. Et il y a des choses qui sont plus importantes. Là, j'aime bien toujours rappeler aux gens que choisir, c'est préférer, tu vois, c'est pas renoncer. Dire C'est vrai. voilà, il y a toujours ça, c'est important. Et au contraire, ça peut être aussi hyper motivant en fait de parfois juste de découper comme ça et de voir ah mais en fait ça rentre dans une année. Et en fait, j'ai peut-être pas besoin de mettre une hyper pression aujourd'hui. Et ça, parfois, ça permet de prendre un peu de recul et de souffler. Ouais. C'est ouais, c'est trop cool. Franchement, je suis quand j'ai vu que tu avais sorti ce projet, tu vois, c'est le genre de projet. Tu le vois, je fais, putain, j'aurais rêvé avoir cette idée. Tu fais, Ah putain, c'est oui. incroyable. C'est trop cool en vrai. Trop cool. Et en fait, moi, ça, ce qui m'a touché aussi, c'est que c'est quelque chose que toi, tu portes au quotidien. Tu partages beaucoup sur ça sur Insta. Moi, ce qui me fascine chez toi, c'est les petits dessins que tu fais. Tu les fais par jour, 2 mois, non? Enfin, par jour, en fait. Chaque Je sais pas jour, pourquoi mais j'ai dit. j'ai un... Ouais, ça fait un moment que je Voilà. l'ai plus fait en plus. Mais Hein, chaque jour, je dessine, je résume ma journée en un dessin. Et du coup, ça fait une c'est double incroyable. page où tu as mon mois, en fait, en dessin. Et c'est pareil, en fait, c'est de la gamification juste à la fin de ta Hmm. journée. Mais t'es trop content de faire ça. Et après, ça fait des souvenirs. Et voilà. Je trouve que la vie, comme tu disais, en fait, la vie, elle devrait être plus amusante. Et toute l'organisation, ça devrait pas être ennuyeux et stressant et chiant. Ça doit être amusant. Voilà. Exactement. Un peu plus, on l'entend tellement partout. Et puis, c'est un petit côté reposant d'être organisé. Tu vois, quand tu sais que tu as ça sur lequel te reposer, ça fait du bien, quoi. Mais ça t'enlève Quand une c'est charge plus trop mentale le de fou, flou. hein. Ouais. C'est... Ouais. Ouais. Après, c'est peut-être aussi. Ça parle peut-être
à certains ou moins à d'autres, mais en tout cas, moi, là, quand je m'imagine organisé, tu fais ah ouais, ça va être cool, c'est bien, tout est rangé à peu près. Et 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 derrière, toi, donc t'écris aussi de ton côté. Ouais. Euh, comment comment les deux sont, enfin, euh, 1, 2, 3, pardon, je vais réussir à poser ma question. Tu as commencé à partager du coup autour de l'écriture. Euh, Maintenant, tu as un axe qui est très du coup organisationnel et comment je, quelque part, je structure ma routine d'écrivain, je dirais plutôt. Peut-être, j'utilise peut-être des mauvais termes, tu pourras corriger. Euh, comment ça, pour quelle raison tu t'es mise à partager autour de l'écriture et à prendre cette voie-là quelque part? C'est très vaste comme question. Alors, j'adore écrire, mais ce que j'aime le plus au monde, c'est vraiment aider les autres auteurs. En fait, j'ai tellement galéré. Moi, j'ai commencé à écrire en 2015 et je t'ai dit, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2020. Et j'ai Ouais, tellement galéré à écrire euh, qu'en fait, chaque fois que je faisais des découvertes, fallait que je partage. Je me dis, c'est pas possible que les autres galèrent autant que moi. Je veux pas qu'ils subissent ça. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette idée de partage et ça a continué. Et je préfère tellement aider les autres auteurs, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est pour ça que mon compte, il est vraiment pour les auteurs, il est vraiment pensé organisation, comment, les techniques narratives, etc. Parce que je préfère ça et je pense que je privilégierai toujours ça par rapport à l'écriture. Ce qui est moins hmm. fréquent sur Instagram, parce qu'on a plutôt tendance à trouver plutôt Des des auteurs. auteurs, et il y en a qui donnent des conseils, mais c'est en attendant d'avoir leur livre publié, par exemple, ou pour continuer à poster, etc. Moi, c'est vraiment, c'est ce qui prend le plus de place dans ma vie, quoi. C'est vraiment aider les autres. Et donc l'écriture, ça vient à côté. Donc j'écris plutôt sur Hmm. mon temps personnel. Quand je peux, je le fais sur mon temps pro. Et plutôt sur le temps personnel, quand même. Ok. Ouais, moi je te rejoins totalement sur ça. Euh, et, et tiens, c'est intéressant, c'est ça qui me vient. Euh, quand tu as commencé à vouloir écrire, donc avant, enfin 2015 par là, c'était quoi ton envie autour de ça? Est-ce que tu te disais j'ai envie d'être publié, j'ai envie d'écrire beaucoup de romans? Ta première intention, c'était quoi? Et pourquoi je pose cette question? Parce que moi, un passage que j'ai trouvé difficile, c'est justement de dire ah mais en fait, je crois que l'écriture est pas si importante pour moi. Elle est importante au global et dans le message que j'ai envie de véhiculer aux autres. Mais je pense que moi, j'ai pas tant envie que ça d'être juste un auteur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Je vois mais un exactement peu ce que tu veux dire, cette mais double casquette. je te rejoins. Moi, c'était vraiment juste écrire, le plaisir d'écrire. Dans le contexte, Ok. en 2015, donc je travaillais dans les ressources humaines et dans l'entreprise, c'était compliqué à ce moment-là parce que j'ai dû faire énormément de licenciements. Donc c'est jamais facile. Et les Ouais. lettres de licenciement, c'est des courriers juridiques, c'est à la virgule près, il faut poser chaque mot. Et donc déjà, c'était stressant et je faisais que ça de mes journées pendant quelques semaines. Et d'un coup, j'ai eu envie d'écrire. Et là, vraiment, c'était vraiment le côté plaisir. J'écris ce que je veux. C'est de la fantaisie, c'était une histoire de dragon, de voilà, voilà. Et, euh, et je pense que c'est juste ça qui me plaît dans l'écriture, c'est vraiment... donc j'ai jamais pensé, je veux absolument être publiée par telle maison d'édition, écrire plein de romans. Non, je veux garder le plaisir d'écriture. Donc du coup, Hmm. j'ai pas cette pression de je veux terminer, il faut que je sois publiée, etc. Par contre, ce qui m'anime, mais comme toi, c'est vraiment aider les autres auteurs et autrices, bêta-lire leur manuscrit, mais j'ai l'impression qu'ils me le remettent. Tu sais, j'ai toujours cette image du petit coussin rouge là, avec le manuscrit, un objet très précieux qu'ils me remettent. Et j'en prends grand soin et après je leur redonne. Et c'est vraiment ça, aider les autres. Donc Hmm. l'écriture, ça vient juste après, même si j'adore ça. C'est pas ma priorité. Hmm. Et dans la bêta lecture, là, c'est quoi qui te touche le plus quand tu fais une bêta lecture? Je crois que ça va être la confiance que les auteurs et les autrices mettent en moi, dans le sens, il y a un rapport très intime quand même, parce que souvent, donc je leur demande, c'est quoi tes attentes spécifiques, enfin, Hmm. je leur demande, je creuse vraiment, c'est pas juste ils me remettent le texte, je bétalie et je le renvoie. Et souvent, les auteurs se confient, en fait, et il y a derrière leur texte, il y a quelque chose de très intime, par exemple, il y en a, ça va être, bah, je raconte l'histoire de mon grand-père, il y en a, bah, moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, donc je veux raconter ça, et enfin, et je trouve ça incroyable d'être dans les coulisses de la création d'une œuvre, et je me dis, en plus, c'est tellement fragile, parce que peut-être que l'auteur, si jamais il ne trouve pas confiance, si jamais il ne trouve pas comment terminer, peut-être que l'œuvre sortira jamais,
Et donc c'est très précieux et donc j'adore ce rapport-là. Et en soi, j'ai toujours adoré regarder les coulisses des créations, que ce soit les œuvres musicales, les livres, les films. J'ai toujours adoré voir comment c'est fait. Et donc c'est la même chose avec l'écriture, en fait. Les livres, j'aime voir les coulisses, comment les auteurs pensent les choses, comment comment ils les transcrivent dans leur histoire. Et ce que j'aime aussi, qui me surprend à chaque fois, c'est souvent, il y a des choses, ils me disent, là, je suis très mauvaise sur ça, il faut que tu m'aides sur ça. Et je me rends compte qu'en fait, ils sont très bons sur ça parce qu'ils se pensaient Mm. mauvais, donc ils ont beaucoup travaillé ça, par exemple les dialogues, et en fait, bah, tout va bien. Et à l'inverse, il y a des choses où les problèmes sont sur autre chose. Et donc, en fait, je me rends compte qu'on se connaît assez mal en tant qu'auteur. C'est dur de savoir nos points forts, nos points faibles. En fait, on n'a pas assez de recul, c'est normal. Mm. Donc j'adore ça. C'est très touchant de voir, surtout de les rassurer sur des points où je sais pas, oh, j'arrive pas à transmettre les émotions des personnages. Bah si, en fait. De quoi tu me parles? Des fois, je dis, mais de quoi tu parles? C'est pas possible. C'est tellement vrai. Euh, là, en fait, ça me touche ce que tu dis parce que je repense à des textes, un tout récent que j'ai bêta lu justement de quelqu'un que j'accompagne. Et c'était une romance. Et moi, je suis pas du tout un lecteur de romance. Mais là, en fait, c'est quelqu'un que tu vois évoluer. Donc, comme tu as dit, en fait, tu as la personne. C'est-à-dire que dans son texte, il y a elle, en fait. Il y a tout ce qu'elle a mis inconsciemment, tous les sujets qui étaient importants pour elle. Et, euh, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est le plus touchant dans un texte, en fait. Et je pense que, bon, là, je fais un partage global, peut-être un petit coup de gueule sur ce qu'on peut voir, mais je pense que on oublie ça quand on lit un livre. On lit un livre de quelqu'un qui a mis ses tripes, sa sueur et son sang dans le texte. Et moi, j'aime bien toujours me demander, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il me partage cette émotion? Pourquoi il insiste sur ce mot? Pourquoi, etc. Et derrière, je trouve que ça t'en dit tellement. Et quand tu fais le parallèle avec ce qu'ils te partagent de leur parcours, là, tu comprends et ça donne une telle profondeur au texte que je comprends cet amour que tu as de la bêta lecture. Euh, si t'avais un souvenir vraiment marquant en bêta lecture, euh, est-ce que tu en aurais un qui t'a marqué plus que les autres? Euh, oui, une bêta lecture que j'ai faite récemment. Donc pareil, donc l'auteur partage en partie une histoire familiale. Et ce qui m'a marqué, c'est que du coup, l'histoire se passe dans d'autres pays, notamment Madagascar, Sénégal, à une autre époque, dans les années 60. Et la manière dont il les a décrits comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, t'y allais, quoi. Non, jamais. Par contre, j'ai fait des recherches de malade et je me suis dit, mais c'est pas possible que tu sois pas allé. Ça m'a marqué à quel point les auteurs veulent être extrêmement précis. Ils veulent faire attention à ce qu'ils transmettent aussi. C'est pas sa culture, c'est pas son pays. Et on se rend pas compte quand on lit un livre, qu'on achète un livre comme ça, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mais je vois vraiment beaucoup d'auteurs qui pèse chaque mot, chaque phrase vraiment pour que. Enfin, et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est très marquant. C'est fou, ouais. Le courage, euh, le courage qu'ils ont, on oublie ça, de partager quelque chose et puis son être, quoi, quelque part. C'est presque un peu philosophique ce que je dis, mais euh, tu vois, tous les deux, on s'adresse à des gens qui ont des blocages. Euh, et je pense qu'ils oublient que déjà, ils ont le courage de s'avouer qu'ils ont un blocage. Et ça, c'est une qualité qui est hyper précieuse. Et c'est vraiment courageux. C'est-à-dire, c'est courageux de dire, OK, là, j'ai un blocage. Et j'ai besoin d'aller demander de l'aide. Et je trouve que ça, voilà, il faut le rappeler aux gens, c'est important. Il n'y a pas de question derrière, mais c'est Mais important non, de mais rappeler aux gens complètement qu'ils sont d'accord. Et courageux. puis, déjà, d'avoir le courage de le reconnaître, de trouver c'est quoi le blocage, et après d'aller chercher quelqu'un et de s'ouvrir vraiment à cœur ouvert. Mm. Voilà ce que. Parce que c'est vraiment très intime, en fait, l'écriture. Même quand Ouais. c'est pas de l'autofiction, c'est vraiment très, très intime. Donc, Ouais. ouais, le courage en plus après de s'adresser, de faire confiance à quelqu'un alors que tu sais pas si ça va bien se passer, si vraiment cette Mm. personne va t'aider. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Sur ce que tu disais là, sur l'ouverture, même quand c'est pas de la fiction, euh, j'ai cru remarquer un truc, j'aimerais bien ton avis. Moi, j'ai l'impression que quand on écrit un texte de fantasy, donc vraiment de fantasy de science-fiction, donc qui est hors de notre monde réel,
j'ai l'impression qu'on y met encore plus de nous et que dans tout ce qui constitue cet univers, en fait, on y met vraiment énormément, énormément de nous. Et je trouve que les textes de fantasy parfois sont presque plus intimes qu'un texte qu'on dirait, ok, je vais raconter ma vie, et donc volontairement, je vais en mettre une certaine partie de côté pour pas tout montrer, etc. J'ai l'impression que les gens sont presque plus authentiques, tu vois. Bon, je hiérarchise pas, mais j'ai cette sensation quelque part. Peut-être, peut-être parce que quand tu écris de la fantasy, tu te sens protégé, parce qu'on sait tout de suite que bah non, Hmm. c'est pas ta vie, donc il y a peut-être des barrières qui tombent aussi, je pense. Ouais. Et c'est vrai que quand on imagine un monde, je pense qu'on crée aussi le monde qu'on a envie de voir ou celui qu'on a l'impression de voir. Et ouais, ouais, je pense effectivement, c'est aussi, on met de toute façon dans tous les livres, on met toujours quelque chose de soi, ça c'est Hmm. sûr et certain. Bah, comme toi, finalement, ton amour de l'organisation et de la gamification qu'on retrouve dans Mm. Level Up, quoi. Mm. Et il y a quelque chose aussi, moi, que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est tout l'aspect journaling. Euh, et, et j'aimerais bien que tu me dises euh, comment t'as fait, enfin, ouais, comment t'as découvert finalement le journaling et comment t'en as fait quelque chose qui t'appartient, parce que je trouve que t'as une approche du journaling qui est pas forcément celle qu'on croise quotidiennement. Ça, du coup, ça, je suis très curieux de cet aspect-là. Alors comment je l'ai découvert, je sais plus, c'était il y a des années, ça c'est sûr, mais je sais plus trop. Après le journaling, j'ai l'impression que pour les gens, c'est surtout écrire ce qu'on a dans la tête. Moi, j'avoue que j'aime C'est bien me vrai. poser des questions spécifiques parce que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et tu vois vraiment des avancées. Et j'aime bien poser des questions spécifiques, soit sur l'écriture vraiment de ton roman en cours, soit sur justement l'organisation, soit sur le mindset pour travailler les blocages. Et j'aime bien ce trio parce que j'ai l'impression qu'on aborde tous les points. Et avec ça, on y va. Donc, le journaling fait partie de ma vie depuis ouais, des années. Donc, c'est vraiment du quotidien. Et c'est vrai que je le partage beaucoup c'est vrai, sur Instagram. Mais ça aide vraiment. En fait, ça paraît pas comme ça, mais ça aide vraiment à mettre le doigt sur ce qui va pas. Parce que des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Que ce soit dans notre texte ou même dans nous, on sent qu'on a des blocages, on n'arrive pas à avancer ou on procrastine d'écrire un texte qu'on a super envie d'écrire et pourtant on n'y arrive pas. Et bien, de se poser vraiment des questions. Euh, En fait, notre cerveau, déjà, il adore les questions. Dès que c'est comme ça qu'il fonctionne. Si je te dis 2 plus 2, forcément tu vas penser 4. Même si t'as pas envie de faire des maths, même si ça te saoule et tu me dis pourquoi elle me pose cette question, ton cerveau, il est obligé, il va chercher la réponse. Et donc quand tu poses une question comme ça en journaling, forcément ton cerveau il va chercher la réponse. Et d'ailleurs, tu te rends compte que quand tu poses la question, tu commences à écrire, tu vas continuer à y penser même dans la journée et le lendemain, tu as une autre réponse qui va te venir. Ça continue de tourner. Et c'est là où tu mets vraiment, je trouve que c'est en fait c'est un moyen introspectif incroyable qui permet vraiment de mettre à plat des choses, de voir des choses et après tu peux faire des modifications. Moi j'aime bien voir, ok, il y a ça qui va pas. Tiens, ça c'est pas la première fois que ce sujet revient et que j'ai un problème là-dessus. Et après, du coup, tu dis, ok, maintenant je peux prendre des décisions, mettre en place des actions pour modifier ça. Donc je trouve que c'est une méthode un peu de développement personnel, mais qui est très pertinente et que tu peux modeler comme tu veux. Moi je l'applique à l'écriture, mais tu peux l'appliquer à tout en vrai. C'est, j'avais jamais. Je viens d'avoir une réalisation, c'est que mon métier de coach, c'est de poser des questions et j'avais jamais fait le rapprochement avec en fait les poser à l'écrit. C'est vrai, c'est tout con, mais t'as totalement raison. Comment tu les trouves, les questions à te poser, toi? En général, c'est les questions que moi j'ai ou beaucoup, comme les gens m'écrivent beaucoup sur Instagram, toutes les problématiques qu'ils ont, en fait, j'en fais des Ah, questions ouais, derrière pour ok. rester bah, au plus proche de mon audience, en fait, vraiment Ouais. comprendre ce dont ils ont besoin. Donc, et du coup, à chaque fois que j'ai des idées, bah, je me fais une liste et puis après, je pioche dans la liste, Putain, partager les questions. incroyable. Incroyable. C'est, j'entends derrière un peu aussi là la passion que tu peux avoir pour la neuroscience, non? Dans Ouais, le, ouais, dans le vraiment. rapport. De Ouais, toute façon, tout ce qui est psychologie, neurosciences, vraiment. D'ailleurs, j'ai été coach aussi en programmation trop bien. neurolinguistique et donc on voit beaucoup Ah d'outils ouais. en psychologie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc, ça transparaît dans mes contenus hein, sur Instagram, Ouais. clairement. Ouais, je vais pas le raconter là, parce que c'est un peu trop long, mais j'ai eu une expérience de, de quand j'étais en formation de coach de voir une séance de coaching par PNL et c'était voilà, enfin, je t'en parlerai en off, mais c'était incroyable. C'est vraiment un truc.
j'ai été un peu bluffé, ouais, un peu bluffé. Alors c'était une grande coach quelque part, tu vois, qui avait beaucoup d'expérience, mais c'était assez fou, ouais. Euh, pour revenir du coup plutôt à toi, comment ça t'aide là, justement, d'avoir toute cette casquette bah, de coach, de PNL, d'approche un peu bah ouais, de neurosciences quelque part. Comment ça t'aide pour à la fois toi construire tes journées et puis kiffer ton écriture quelque part et pour aider euh, les gens qui te suivent. Euh, Bah, c'est sûr qu'en fait, quand on est coach, comme toi, ou comme moi, quand on accompagne, il faut connaître un peu, faut avoir un peu des outils de psychologie, parce qu'en fait, tu fais de l'humain. Donc ça m'aide là-dedans. En fait, je mets le doigt, je pose beaucoup de questions, comme toi. Ça marche tellement bien les questions, en fait. Vraiment, au lieu de parler à la place de la personne, tu lui poses des questions et tu dis exactement tout ce qui va pas, et tu mets en place des solutions. Et dans mon quotidien, pardon, j'ai oublié la question. Non, t'inquiète, j'ai envie de rebondir sur ce que t'amènes. Euh, c'est quoi, à ton sens, les questions les plus puissantes que tu pourrais poser à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, bon là, je suis bloqué en écriture. Ce serait quoi, toi, si t'avais genre deux, trois questions vraiment puissantes? Euh, Ouais. Si t'avais aucune contrainte, aucun blocage, rien du tout, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais vraiment? Qu'est-ce Ouais. que vraiment t'as envie de raconter et comment t'as envie de raconter? Parce que en fait, on se rend pas compte, mais on a très très peur du regard des autres, du regard de la famille, etc. Donc vraiment des questions sur les peurs en fait. T'as peur de quoi? Et on enlève toutes les peurs. Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait au fond? Parce qu'il y a aussi ce truc de ah, j'ai l'impression que en ce moment la mode c'est d'écrire sur je sais pas les romances donc je fais ça et en fait on se rend même pas compte, c'est inconscient, tout ça c'est des décisions inconscientes qu'on prend et du coup c'est vrai qu'après ça crée des blocages parce que c'est pas vraiment ce que tu as envie de raconter, mais t'as peur de raconter ce que tu veux vraiment raconter parce que t'as l'impression que ça va intéresser personne et en fait voilà, en fait on se met trop de comme ça de barrières et on s'en rend pas compte. Donc là vraiment Mhm. on travaille sur les peurs. Pour moi c'est ça les questions les plus puissantes, les peurs, qu'est-ce que tu veux vraiment à côté? Mhm. Aller Je sais pas si tu creuser. travailles de la même manière d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Ouais, bah tu vois, déjà je t'ai donné un cas pas du tout facile parce que quelqu'un qui vient de te voir en te disant je suis bloqué en écriture, déjà moi je lui dis c'est quoi l'écriture pour toi? Bloqué sur quoi? Tu vois, donc déjà je te donne un cas, c'est pas du tout évident, juste une question comme ça. Euh, mais sinon je rejoins totalement ton approche. Pour moi, alors ça c'est ma posture aussi. Euh, pour moi il y a très peu, la technique en écriture est importante. Tu vois, c'est intéressant de savoir comment sont construites les histoires, de savoir comment on fait des personnages intéressants. Et il y a énormément de gens, typiquement grâce à du contenu comme le tien, qui arrivent à trouver, tu vois, les rouages de ça. Et après, il y a un deuxième niveau qui est celui que tu partages, qui est, OK, qu'est-ce que je m'autorise pas pour aller vraiment être la personne que je veux être? Et là, on tombe sur un truc qui est très, le mot qui me vient, c'est mindset. Donc, ça fait un peu coach américain à deux balles quelque part, mais je pense Je vraiment sais ce qu'il que y a, j'aime. ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de blocages en écriture qui viennent de ça et qui viennent effectivement des peurs, des croyances limitantes, des injonctions qu'on a pu entendre. Et c'est parfois très con, mais ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un prof, ça peut être un inconnu qu'on croise une fois dans la rue et qui nous dit mais bordel, tu peux pas faire attention où tu regardes, tu vois. Et parfois, il y a juste des phrases comme ça qui nous marquent. Et en fait, c'est tout ça que inconsciemment on cache. On a plutôt tendance à vouloir les mettre sous le tapis parce que bah ouais, c'est un peu plus confortable. Mais on se rend compte que quand on porte des projets personnels, l'écriture est un révélateur de ça parce que c'est long l'écriture. Donc, tu es confronté à toutes les facettes de toi, les facettes heureuses, les facettes tristes. C'est pas comme l'élan de vouloir juste aller se taper un sprint dehors et après t'oublies, tu vois. La motivation, à mon sens, ne suffit pas en écriture derrière ça. C'est ça un peu le message que je veux faire passer. Et donc, tu es toujours confronté à tes peurs. Et pour se confronter à ces peurs, bah, il n'y a pas d'autre choix que de se poser les questions et d'oser les regarder en face. Et donc, quelqu'un qui vient avec un blocage, tu vois, ça peut être très con, mais c'est ouais, bah là j'ai la page blanche, tu vois.
bon bah ok, c'est quoi la page blanche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur la page blanche? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que là, tu as une autre idée qui vient et tout de suite qui t'appelle? Et une fois que tu as identifié ce premier point, bah après tu creuses. Ok, c'est de la frustration. Il y a quoi derrière cette frustration? Qu'est-ce qu'elle t'appelle? Qu'est-ce qu'elle te rappelle de toi, de ton passé? Il y a quoi comme phrase derrière? Bon là, tu vois, je bombarde de questions parce que j'ai toujours du mal à imaginer un coachier répondre à ma place. Mais une fois que tu as ça, bah pareil, tu tires le fil et en fait, tu te rends compte à un moment, il y a un truc qui drop, tu vois. Et parfois, c'est très con. C'est bah ouais, je sais pas, mais dans cette scène, ça me rappelle quand mon prof de maths, il m'a dit que je savais pas faire des calculs de statistiques. Ah, ok, là c'est extrêmement précis. Ok, vas-y, on continue à creuser ce fil-là. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit ton prof, tu vois? Et si aujourd'hui tu le voyais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, tu vois? Et là, je te dis des trucs comme ça qui me viennent. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça parle de moi en fait parce que j'ai effectivement eu un prof en quatrième qui m'avait vachement mis la pression pour faire tu sais, les produits en croix de pourcentage là. Donc tu vois, c'est marrant parce que je déroule un fil. Derrière, il y a sûrement un truc que moi-même je devrais tirer, tu vois. Bref, j'ai un peu parlé un peu dans tous les sens. Euh, mais je pense que s'interroger sur les peurs, les émotions et les croyances qu'on peut mettre derrière, c'est trois points qui sont extrêmement importants. Euh, Tout est un petit peu lié, mais c'est vraiment la clé de au moins oser se poser la question. Et l'auto-coaching, c'est difficile, parce que là, on est vraiment poser des questions, c'est du coaching, hein, bon voilà. Donc, aller en parler. Alors, évidemment, là, on prêche pour notre paroisse, tu vois. J'ai envie de dire, allez en parler à Naël, allez en parler à Sam, tu vois. Mais en vérité, si vous avez des gens de confiance autour de vous, bah, demandez-leur de vous poser ces questions. Quelque part, parfois, ça peut aider. Voilà. Bon, c'est mieux dans un espace cadré, professionnel, avec des gens, voilà. Mais bon, ça, je prêche pour ma paroisse, donc forcément, c'est- Bah, c'est j'ai sûr que beaucoup quand tu vas parlé. voir un professionnel, en fait, déjà, les questions, elles seront cadrées et en fait, tu vas savoir repérer justement où est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose et tu vas creuser au bon endroit. Mais effectivement, déjà, parler à quelqu'un de confiance, c'est bien. Et je te rejoins sur ce que tu dis. Moi, je suis plus portée sur la structure narrative, etc. parce que c'est ce que je préfère. Mais Ouais. quand on vient me voir pour des blocages, je me rends compte, souvent on me pose des questions sur les techniques narratives, les gens pensent que les blocages viennent de ça. Et au moins la moitié du temps, en fait, les blocages, c'est le mindset, hein, c'est les croyances. Mm. Et en fait, on remarque que les techniques d'écriture, la structure, etc., en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, Ah, c'est très beau, très bien résumé. Ouais, ouais, c'est très bien et résumé. les gens, par contre, se rendent pas compte que je te rejoins vraiment, c'est très très long d'écrire un roman, tu passes par plein de phases, enfin, le roman traverse ta vie, en fait. Et, Mm. et c'est vrai qu'on se rend pas compte, en fait, à quel point nos croyances limitantes, tout notre problème de légitimité, en fait, à quel point ça impacte le roman. Mm. Et là, j'ai envie de faire un petite désensibilisation pour que les gens se sentent rassurés. Euh, le mot de croyance limitante, tu sais, il porte un peu un truc comme si c'était négatif, tu vois. Faut pas oublier que les croyances limitantes, c'est toujours quelque chose qui, dans votre vie, vous a aidé, tu vois. Ouais. Cette croyance, à un moment, elle t'a permis de te placer en sécurité. Parfois, elles sont ce qu'on appelle plutôt transgénérationnelles, tu vois. Donc, faut pas, voilà, on a eu des parents, des grands-parents qui ont vécu des périodes qui étaient différentes de la nôtre, qui ont grandi, par exemple, avec un truc, fracture sociale aujourd'hui, c'est tout le rapport qu'on peut avoir au CDI par exemple, tu vois. Voilà. Bon, pour nos grands-parents, c'était impensable. Ils étaient dans une époque où il n'y avait pas beaucoup de travail, c'était important la sécurité. Donc, tu vois, ça c'est une croyance limitante. Voilà, j'ai besoin d'un travail stable pour être heureux dans ma vie. Bah, c'est quelque chose qui a placé tes parents en sécurité, qui te place en sécurité aussi. C'est pas forcément négatif. Maintenant, tu peux aussi vouloir la déconstruire et en faire ta propre croyance. Et par exemple, la transformer en, bah, en fait, ne pas avoir de CDI, c'est une grande liberté. Voilà, une liberté de temps, d'espace, de tout, de plein de choses. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu admets ça, bah déjà, tu es beaucoup plus à l'aise avec parler de tes croyances limitantes. C'est beaucoup plus facile de dire, ouais, j'ai cette croyance-là. Et tu te sens à l'aise avec ça. Et après, libre à toi de vouloir la déconstruire. Je me rends compte que là, on s'est mis à parler de coaching, je fais des tunnels, je parle tout seul, je suis désolé. Non, mais il n'y a aucun problème, moi ça me passionne. Donc, tu vois, j'ai été coach en PNL, donc tout ça, ça me passionne, ça me parle. Et effectivement, les croyances limitantes, c'était des croyances aidantes un jour. Voilà, c'est ça. Et Putain, le c'est le but, c'est mot. de les remplacer à Ouais. nouveau par des croyances aidantes qui vont t'aider aujourd'hui. Mais à nouveau, peut-être que dans 5 ans, bah, ce sera devenu Hmm. des croyances limitantes et voilà, à nouveau.
Trop bien. Et est-ce que il y a des euh, euh, 1, 2, 3, je me suis perdu. Euh, Tu parlais des techniques narratives avant, et je pense que c'est effectivement euh, intéressant au moins d'avoir conscience. Alors je pense qu'inconsciemment, on est tellement, on a lu tellement de livres, on a vu tellement de films que on a un peu les ficelles parfois un petit peu inconscientes. Selon toi, c'est quoi peut-être les deux, trois points d'intention euh, euh, ouais, pour globalement son histoire, tu vois. Si là, moi, j'ai commencé à écrire une fantaisie et je te demande quelque part, Anaël, à quoi je dois faire attention. Tu me dirais quoi? La question est Vaste. difficile. Bah déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Comme on lit des livres, on voit des films, on a un peu, on sait à peu près comment écrire une histoire. Et justement, sur ce point-là, je trouve que c'est hyper intéressant. On va pas tous être égaux à ce niveau-là. Il y en a qui ont, moi j'appelle ça l'intuition narrative. Il y a des auteurs, des autrices qui n'ont absolument pas besoin de savoir quelle technique utiliser. D'ailleurs, ils les utilisent sans savoir comment ça s'appelle, etc. Mhm. Mais ils savent que ça marche et on les reconnaît très bien en interview. Ils disent non mais ça s'apprend pas l'écriture. Grand bien leur face, eux ils ont pas besoin. Moi j'ai pas cette intuition narrative là, donc moi c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'intéresser à la narratologie et c'est pour ça que c'est ce que je transmets aussi. Euh, En fait, ça te permet quand tu écris de faire des choix conscients, de savoir pourquoi tu écris ça à ce moment-là comme ça. Euh, donc les deux trois points qui sont importants, ça va être dur de choisir. Deux trois points, la question est Je, dure. Moi, ce que je dirais je, qui est important en fait, c'est je te la réouvre autant de points oui. que tu veux. En fait, c'est moi je dirais ce qui comment attends, je vais peut-être digresser, bon, tu me diras, c'est pas grave. Vas-y, tu peux digresser, Euh, on est là pour digresser. Mince, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah mince, attends, je voulais partir de toutes les étapes. Ah, j'ai oublié mon trouble de l'attention, pardon. Je voulais parler euh, mince. Narratologie, les points importants. Euh, Si, oui, si ça, je voulais digresser sur ça. Je sais pas si toi t'as la même chose, mais quand les auteurs viennent me voir, souvent, ils sont très très attachés euh, au style d'écriture. En fait, pour eux, c'est ça qui ouais. va pas. C'est là, il manque de rythme, donc c'est mes phrases qui sont pas bonnes, etc. Et bah moi, je travaille surtout sur la structure narrative. Enfin, ils le savent, je leur dis d'ailleurs. Et en fait, c'est sur ça que j'accentue. Et en fait, ils se rendent compte que souvent le problème, pour moi, en fait, tout ce qui est structure narrative, à quel moment tu parles de ton personnage, à quel moment tu essaies de faire ressentir de l'empathie, à quel moment tu mets des rebondissements, tout ça pour moi, c'est vraiment c'est la base, c'est le squelette. Et une fois que tu as ça, le style d'écriture, etc., c'est la cerise sur le gâteau avec la chantilly et puis les cacahuètes. Mm. Mais pour moi, c'est hyper important de se poser ces questions-là, de savoir exactement, en fait, moi j'aime bien m'intéresser comment dire, au voyage du héros de Joseph Campbell. Je sais pas si tu connais. Il a Ouais, été je connais. Ouais. ouais, voilà, donc c'est un peu la structure de base parce qu'il y a quasiment toutes les histoires qui rentrent dans cette structure en Mm. 12 étapes, quand ça a été repris par Christopher Vogler. Et moi, j'aime bien parler de ces étapes-là dans mes retours parce que, en fait, chaque étape est importante et tu la vois partout, mais dans les films, dans les séries, dans les livres, évidemment, tu peux un peu changer quelques petites choses, mais globalement, ça s'écrit comme ça. Et sauf qu'une fois que t'en as conscience, parce que souvent t'as pas conscience, c'est ça, ou quand t'écris sans avoir conscience de ça, c'est là où tu vas avoir des petits problèmes, ce qui est normal. Et du coup, tu sais, tu as du mal à les répartir. Alors que quand tu reprends une structure, tu dis, ah mais oui, mais là, il manque, forcément, il manque ça. Là, j'ai oublié d'augmenter les enjeux petit à petit. Donc forcément, j'ai un peu l'impression que ça s'essouffle. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à choisir. Pour moi, c'est toute la structure qui est importante, tous ces points-là. Et c'est ça qui est important de travailler pour moi. C'est vraiment un squelette solide, en fait. Et après, tu peux t'amuser à en sortir. C'est un cadre, mais ça t'enferme pas. Ça t'aide juste à comprendre ce qui marche, pourquoi ça doit venir à ce moment-là. Et après, tu t'amuses. T'as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est le faire les choses en conscience. C'est tout le rapport aux règles, quelque part, d'écriture. Euh,
bon, la vie créative de l'humanité a bien montré que à l'époque il y avait des règles, qu'un jour des gens ont enfreint et que du coup ça fait de nouvelles règles. Donc il y a ce truc d'enfreindre les règles qui est important quelque part en créativité. Par contre, ça enlève pas le fait qu'en fait, tu as besoin de les comprendre et donc de faire en conscience, quelque part de les enfreindre en conscience. Et effectivement, tu l'as dit, c'est hyper important de réussir à mettre le doigt sur quelque part les rouages qui fonctionnent, enfin qui activent notre histoire. Et, euh, et je me rends compte là, effectivement, en réfléchissant que je t'ai posé une question super dure. De juste deux, trois points d'attention pour construire une histoire. Euh, je, je réfléchis, moi, à celui qui m'a peut-être le, le plus retourné la tête. Ah, c'est intéressant. Euh, Moi, j'ai l'impression que un des très gros trucs que j'avais, euh, je- je- c'était le rapport au world building. Euh, je passais mon temps à, tu sais, tu crées, t'inventes des trucs, mais du coup, t'écris pas d'histoire. Et j'ai mis très longtemps à dépasser ça, en me rendant compte qu'en fait, ce que je voulais écrire, c'était des histoires et pas une encyclopédie, quoi. Est-ce que ça, c'est toi, quelque chose que tu vois assez souvent ou pas du tout? Oui, bah, pour ceux qui écrivent de la fantasy, ouais, je le vois assez souvent. Après, il y en a qui aiment, en fait, qui n'aiment pas écrire des histoires, mais qui aiment Ouais, juste inventer des mondes. Il y a ouais. ceux-là. Et il y a ceux, effectivement, qui adorent inventer des mondes, mais en fait, ils ont envie d'écrire une histoire, mais ils savent pas comment le faire, par où commencer, tellement ils ont fait un monde riche, donc ils continuent de travailler leur monde parce que bah, j'avance quand même, même si c'est pas directement sur mon histoire. Donc il y a aussi, en même temps, c'est dur d'écrire de la fantasy. Enfin, tu inventes un monde, donc il doit y avoir des règles, il y a une histoire, il y a de la géopolitique, il y a de la sociologie, enfin, des technologies. En fait, c'est tellement C'est tellement riche vaste. que je pense, que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur d'écrire de la fantasy, de la science-fiction, vraiment. J'allais te poser la question, tu m'as devancé, j'allais te demander si tu pensais qu'il y avait un style qui était plus dur, et encore faudrait définir dur, mais, mais ouais. Et en même temps, tu vois, quand j'entends parfois des auteurs ou des autrices qui écrivent des choses plus ancrées dans le réel, j'ai l'impression que ça a aussi son lot de difficultés. Euh, j'ai du mal à trancher sur ça. J'ai du mal à trancher sur ça. Ce que je Hein. remarque quand même, c'est que c'est quand t'écris dans notre monde, à notre époque, bah t'as quand même t'as moins de questions à te poser. Ouais, c'est vrai, c'est C'est pas vrai. que Ouais, c'est pas que c'est tant plus facile, mais t'as moins de travail à faire parce que ouais, t'as moins de travail, c'est ça. et déjà Mm. même juste quand t'écris pas à notre époque, quand tu veux écrire à une époque bien particulière, déjà là tu te rends compte des recherches que tu dois faire et du réalisme que tu dois réussir à retranscrire dans ton texte. En fait, dès que tu sors de ça, c'est quand même peut-être. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Peut-être écrire dans une époque qui a vraiment existé. Un autre pays, une autre époque, c'est peut-être encore plus dur que la fantasy, parce que la fantasy, tu peux inventer, donc voilà, Ouais. t'es pas obligé d'être hyper réaliste, c'est pas grave. Alors qu'une autre époque et une autre culture que tu connais pas, peut-être là, c'est peut-être encore plus dur Putain, parce que ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Parce que en fantasy, t'as un peu l'option ouais, t'inquiète, c'est magique, tu vois. T'as un peu la porte de sortie un peu facile, tu vois. Euh, et d'ailleurs, ça me fait marrer, mais en science-fiction, il y a Ingrid à chaque fois qui me dit, il y a aussi le ouais, t'inquiète, c'est quantique, tu vois, ça fonctionne aussi. Et effectivement, moi, j'ai parfois, tu sais, t'es traversé par des idées de dire, ah ouais, ça serait trop bien un roman historique qui parle de ça, qui parle de ci. Et après, tu dis, attends, la quantité de recherche que je vais devoir faire pour faire ça. Et là, j'avoue que moi, typiquement, c'est quelque chose qui me décourage beaucoup. Je suis très admiratif des gens qui se plongent dans ce genre de sujet. Ouais. T'as moi raison. aussi. Bah, alors là, Mm. typiquement, j'adore cet auteur Pierre Lemaitre, et il a écrit des livres Ouais. qui se passaient lors de la Seconde Guerre mondiale, enfin première d'ailleurs, première, deuxième. Et lui, il est connu pour faire des recherches. Il dit qu'il fait 6 mois de recherche où il ne fait que ça. Il va à la BNF, il fait que ça. Et à chaque fois, c'est incroyable, le réalisme. Et je me dis, mais jamais, jamais de la vie, je passe autant de temps à faire ça. Enfin, j'y arriverai pas déjà. Et puis le temps qui doit passer, enfin, je peux pas non plus. C'est vraiment. Ouais. Donc C'est pareil, je suis très admirative.
C'est fou comme c'est important de se connaître en fait. Et ça renvoie vraiment à ça, hein. L'écriture te renvoie à toi perpétuellement, quoi. Et ça en dit toujours beaucoup, beaucoup sur la personne qu'on est, qu'on est d'écrire. Ouais. clairement. Est-ce que de ton côté, donc j'ai compris que tu écrivais aussi beaucoup du coup beaucoup pour toi en fait sur ton temps perso. Qu'est-ce que tu as pu écrire et qu'est-ce que ça t'a permis ou comment ça t'a transformé, je dirais? Hem, Ça m'a permis de d'arrêter d'imaginer des mondes dans ma tête et de les poser sur papier. Donc déjà, ça les rend plus concrets, d'une certaine manière. Donc ça, c'est chouette. Après, bah, c'est l'écriture qui m'a amené au fait après d'accompagner les auteurs. Donc ça m'a apporté mon travail actuel et cette passion Ah, pour la c'est fou. narratologie. Vraiment, quand j'ai découverte, mais je trouve ça extraordinaire. Genre, ça s'apprend. Écrire, il y a des livres, mais vraiment, ça a été comme une enfant de 5 ans. Euh, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Bah, le plaisir, en fait, vraiment un loisir, juste le plaisir d'écrire. J'en parle d'ailleurs assez souvent, plutôt en newsletter, mais il y en a qui me demandent, mais pourquoi tu parles tout le temps du plaisir d'écrire? Parce qu'il y en a qui se disent, non, c'est juste, faut y aller, quoi. On Hmm. s'en fiche. On aime, on n'aime pas, j'ai mon objectif, j'y vais. Bah, j'ai été un peu comme ça à un moment donné, et en fait, ça me bloquait. Non, je trouve qu'en fait, à la base, souvent, pour beaucoup de monde, ça vient d'un loisir, en fait, l'écriture. Et je pense que ça, c'est mieux quand ça le reste. En fait, ça rend ta vie plus belle, plus simple. C'est déjà suffisamment dur comme ça et long d'écrire un projet jusqu'au bout. Si en plus tu perds complètement plaisir à le faire, mais c'est tellement dommage en fait. C'est c'est clair, c'est clair. Et c'est une très belle boucle avec le début de notre podcast, avec Level Up, qui te permet justement de te connecter à cet amour de l'écriture. Parce que c'est ça la vraie bonne métrique à suivre, tu vois. C'est le plaisir que tu prends quotidiennement, ou pas d'ailleurs, à écrire. Et on a tendance un petit peu à oublier ça parce que, et là c'est mon analyse personnelle, j'ai l'impression qu'en France, on est très orienté tête, tu vois, et donc chiffres, et donc voilà, j'ai écrit tant de mots, j'ai fait tant de sessions, tant d'heures, etc. Et bah certains ont pas un fonctionnement très tête, tu vois, c'est beaucoup plus soit le cœur, soit le corps, et s'interroger sur ok, qu'est-ce qui nous connecte vraiment à notre amour de l'écriture. Et là, je partage toujours. Alors là, en plus, je sais qu'elle va se reconnaître parce que elle est fan de ton contenu et c'est une autrice que j'accompagne. Donc, elle va être contente que je parle de ça. Elle a une manière de suivre sa, enfin, en tout cas, de se connecter à son amour de l'écriture, qui est la musicalité de sa session. Et derrière ce mot de musicalité, il y a, ok, j'ai écrit. À la fin, je me lis à haute voix à quel point je kiffe ce que j'entends, tu vois. Et donc, elle se met une note sur 20 sur ça. Et ça, c'est un truc qui la drive beaucoup, tu vois. Et cet exemple-là me marque vraiment, me fait dire qu'il y a vraiment une infinité de manières, il y a autant d'êtres humains sur Terre que de manières de mesurer son amour de l'écriture. Et donc, de s'autoriser un petit peu aussi comment je mesure ce kiff-là dont tu parlais, c'est hyper important, ouais. C'est hyper important. J'adore cette anecdote et c'est ce que je voulais dire, c'est que enfin moi je le fais aussi et j'en connais d'autres qui le font au lieu de mesurer le nombre de mots écrits ou le temps passé. Moi je demande toujours mais comment tu t'es senti dans cette session en fait, tu t'es amusé, c'était enfin plutôt ouais sur un terme de ressenti. Alors tu peux aussi compter les mots si tu veux, effectivement ça t'aide quand Bien même sûr. à savoir si tu te rapproches mais pas rester que sur ça. Mais je pense aussi que c'est peut-être les réseaux sociaux qui font que Ouais. plus les auteurs sont sur les réseaux sociaux, plus ils se mettent de pression, je trouve. Parce que Mhm. moi, j'en accompagne qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui se portent le mieux. Vraiment, ils sont de leur petit monde. Et ils ont tellement raison, parce que sur les réseaux sociaux, t'as un peu l'impression, chacun partage ses chiffres, et mais c'est la magie des réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est que ça et que cette personne est hyper productive, alors que non, elle partage juste une information, ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Mais ça met la pression, j'en vois beaucoup, plutôt sur les jeunes auteurs et les jeunes autrices qui se mettent énormément de pression à ce niveau-là. J'en ai des autrices, ça me fait mal au cœur, mais j'ai 25 ans, alors que normalement j'aurais déjà dû être publiée à 20 ans comme les autres et tout. Je me dis, mais mon Dieu, Ouh là là, ouais. 25 ans, t'as la vie devant toi, T'inquiète. de quoi tu parles? Putain, c'est ça. Il y a une phrase moi qu'un jour j'ai entendue et je la partage parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Quand t'es comme ça sur ton téléphone et que tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a réussi un truc super, etc. N'oublie pas que
Et quand tu te dis, tu te sens coupable, tu vois, tu te dis putain merde, il a fait ça, il est plus jeune, il l'a fait plus vite, etc. N'oublie pas que ça, là, tu compares toi, ton moteur, à la carrosserie de ce que tu vois, tu vois. Et en fait, tu compares pas du tout la même chose. Tu sais pas par quoi elle est passée, tu sais pas si elle dit la vérité ou alors est-ce qu'elle la déforme un petit peu. Donc, toujours prendre, en tout cas, toujours. Bon, là, c'est une injonction, mais euh, je vous invite à prendre un peu de recul sur ce que vous pouvez voir et à vous demander, tiens, on parlait des questions, et alors ça, parfois, ça aide aussi. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, alors ça peut être qui vous agace, où il y a une pointe de jalousie, ou une pointe d'envie, une pointe de tristesse, demandez-vous ce que la personne a osé faire que vous osez pas faire vous. Ça vous place en posture de responsabilité, et ça vous invite à vous dire, ok, peut-être qu'il a fait ça, que moi j'ai pas osé faire. Et après derrière il y a tout simplement le système de valeurs. C'est peut-être qu'en fait j'ai pas envie de le faire. Et auquel cas c'est vachement plus simple. Tu vois quelqu'un mais tu fais bah de toute façon moi j'ai pas envie de faire pareil donc tant mieux. Ou alors tu dis ah mais en fait il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là tu vois. Et ça parfois ça peut un petit peu aider. Voilà. Oui, complètement. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire. Quand tu vois quelqu'un partager une réussite et justement ça te met mal, mais dis-toi que si cette personne partage cette réussite, c'est que ça n'a pas été facile. C'est qu'avant il y a eu des échecs, probablement. Ouais. Donc t'as l'impression que c'est facile, mais si elle partage, c'est qu'il y a une bonne raison. Enfin, Ah c'est vrai si ça c'est c'était si vrai. facile pour elle, peut-être qu'elle n'aurait pas partagé parce que ce serait son quotidien, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les trucs qu'on... Ouais, t'as raison, t'as raison. Si tout ce qu'on réussit bien dans la journée, mais qu'on réussit tout le temps, on le partage pas. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Putain, c'est trop vrai, ça. Ouais, ouais. Tu le fais aussi, toi, beaucoup, non, de célébrer tes petites victoires, Oui. non? Bah Ouais. c'est, bah alors ça pareil, c'est des neurosciences, mais en fait, souvent à la fin de la journée, on se sent mal parce qu'on ne voit que ce qu'on n'a pas fait, que ce qu'on n'a pas réussi. Mais c'est le cerveau, c'est comme ça. Une fois qu'on a réussi une tâche, notre cerveau, il s'en débarrasse, c'est bon, c'est fini, donc on n'y pense plus. Donc naturellement, on pense encore à tout ce qui reste à faire, tous les problèmes qu'on a rencontrés. Sauf que du coup, bah, on se sent pas bien, donc on a des émotions négatives, donc après peut-être on procrastine parce qu'on se dit on n'a pas réussi alors qu'en fait si. Donc c'est hyper important, c'est une thérapeute qui m'a appris ça de faire le point sur tout ce qu'on a réussi. Et bah, déjà, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Alors qu'on balaye ça comme si c'était normal, bah non, on en a fait tout ça, donc on prend le temps et on se sent tellement mieux. Et c'est un cercle vertueux, en fait. On se sent mieux, donc ça nous remotive naturellement, sans avoir besoin d'être productif, juste. Et on a envie de recommencer demain, etc. Donc, ouais, je trouve qu'il n'y a pas de petite victoire, tout se célèbre. Enfin, et Hmm. encore pareil, ça fait partie du plaisir de l'écriture, de la vie. Donc, je vois pas pourquoi on devrait souffrir. J'adore cette conclusion. C'est vrai, ça. Pourquoi on devrait souffrir? La vie est tellement belle. Oui, Euh, comment tu le fais, toi? Sur un carnet aussi? ouais, Ou, sur un carnet en ouais. journaling, j'écris, voilà, aujourd'hui j'ai fait Ok. ça. Et c'est un peu aussi l'idée, ça rejoint l'idée de faire des gratitudes. Il y en a qui le font, qui écrivent, bah, même quand on a passé une mauvaise journée, d'essayer de trouver une ou deux choses qui se sont bien passées dans la journée. Et des fois, c'est des petites choses, mais ça permet de vraiment de souffler, de se détendre et de se rendre compte qu'en fait tout n'est pas noir. Ça replace un peu l'église au milieu du village, mais des fois c'est des petites choses où je sais pas, j'ai acheté une pâtisserie et la boulangère était hyper gentille, j'ai discuté avec elle et c'est des petites choses, mais ça permet en fait ouais de sortir de ce tunnel de il y a tout ce qui va pas, tous les problèmes à régler, etc. Et je trouve Hmm. que c'est hyper important, surtout pour les gens un peu anxieux. Ça aide beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je l'ai beaucoup fait. Euh, je suis pas là pour le parler moi normalement, mais je dis beaucoup moi dans cet Moi épisode. j'adore, c'est hyper intéressant. Je l'ai beaucoup fait en vidéo sur les euh, ouais, 2 ans et demi. Tout le soir, je disais, bah aujourd'hui, je suis reconnaissant d'eux. Bon, ça a commencé à prendre beaucoup de place sur mon disque dur, donc là, j'ai cette année essayé tu sais, un journal de victoire, tu vois, donc juste une ligne. Comme ça prend pas beaucoup de place et surtout tu l'as beaucoup plus parce que les vidéos, en vrai, c'est super cool. Bon, le fait est que je parle à une caméra très souvent, donc à un moment aussi peut-être que j'en avais marre, tu vois. Mais cela étant dit, tu vois, je fais un parallèle. Je suis désolé, moi pareil, je pars dans tous les sens, mais je pense que de faire ces reconnaissances vidéo m'a beaucoup aidé pour la facilité avec laquelle j'ai réussi à très rapidement parler à la caméra, tu vois. Je le faisais déjà en fait, tu vois. Et donc ça, je l'ai beaucoup fait et ça m'aidait beaucoup dans les moments où c'était vraiment difficile.
Tu sais, tu réouvres des vidéos un peu aléatoirement et tu vois, ah, aujourd'hui j'ai été reconnaissant parce que j'ai vu tel pote et puis on a fait tel truc, tu vois. Et là, tu fais, ah putain, ouais, quand même, la vie est belle et les petits détails comme ça font un peu la différence. Ouais, ça c'est. Et donc, toi, surtout sur papier, c'est ça? Euh, Ouais, ouais. moi j'aime Et écrire, mais c'est pareil. Je pense, ouais, comme tu disais, en fait, ce qu'on est, ça retranscrit beaucoup. Parce que moi, c'est vraiment l'écriture. Donc, tu vois, j'écris des carousels, en fait, sur Instagram. ouais, c'est Je fais vrai, des c'est vrai. vidéos, mais j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas. Et toi, par contre, effectivement, t'es très bon en vidéo. Tu fais des vidéos tout le temps. Enfin, et ça se voit que t'es à l'aise. Donc, ça m'étonne pas ce que tu me dis, en fait, Ouais, que c'est comme ça ouais, que t'as. ça a dû me mettre le pied à l'étrier. Effectivement, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et euh, tous ces carnets, qu'est-ce que t'en fais après? Je les garde. D'ailleurs, j'en ai tout un paquet, là. J'en ai Putain, c'est plein. incroyable, Je les c'est garde incroyable. et de temps en temps, je regarde ce qu'il y a dedans. Je me dis, ah, c'est vrai, il y avait ça. C'est marrant Putain. de voir un peu l'évolution aussi. Ça, j'aime beaucoup. Hmm. En fait, c'est ça que ça te permet. C'est de voir l'évolution parce que pareil, quand tu as réussi à quelque chose que tu n'arrivais pas avant, ça devient ta nouvelle normalité. Et je sais pas, moi, je prends par exemple sur le travail, je procrastinais beaucoup. Et avant, il y a 2 ans, c'était une thérapeute qui m'a dit combien de temps vous êtes capable de vous concentrer vraiment sans distraction. Et c'était 2 minutes. Ok, Et j'étais obligée de faire des tâches de 5 minutes et de changer à chaque fois. Et maintenant, je ok. suis capable de travailler 3 heures sur une même tâche sans problème. Et de me rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça, bah, je savoure davantage que bah, déjà, c'est pas forcément acquis, on peut perdre ça, enfin, il y a des aléas de la vie qui font que. Et vraiment de savourer Du coup, ça me permet de savourer, je sais plus si c'était la question, pardon, hein, mais Si, si. ça me permet de savourer des choses. Bah, aujourd'hui, je suis capable de travailler toute une après-midi sur le même sujet. Et je trouve ça incroyable. Alors pour d'autres, c'est oui, bon, c'est un mardi, quoi. Bah non, non, c'est incroyable de réussir à faire ça. Hmm. C'est l'évolution et les changements. En fait, tu vois que changer, c'est possible. Et tu t'en rappelles. Et ouais, changer, c'est possible. C'est, euh, Et tu vois que c'est très lent c'est, aussi souvent. C'est ça, parce que ouais, souvent c'est quand on vrai. veut changer un truc, on veut que ce soit rapide. Moi, je me rends compte souvent, ça prend au moins des mois, voire des années, très souvent sur Hmm. plein de choses. Ouais, C'est frustrant, mais c'est comme ça. effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est aussi pour ça que c'est particulièrement vrai pour l'écriture. Parce que comme c'est un processus qui est long, bah, tu vois, c'est un processus de vrai changement. J'ai rarement, en fait jamais, là hop, injonction, jamais, j'ai jamais croisé d'auteur qui m'a partagé, j'ai pas changé en écrivant mon livre, tu vois. Voilà, quelle que ça soit une croyance, une habitude, une fierté, un accomplissement, un rapport aux autres, à soi-même, bref, tu peux toucher tous les pans de la vie et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a autant, encore une fois, de transformation que de gens. Euh, mais ouais, c'est transformatoire. C'est transformatoire. Même Mm. dans le style d'écriture, et même quelqu'un qui écrit vite, qui écrit un roman en C'est trois vrai. mois, même dans le style d'écriture entre le Mm. début du roman et la fin, il va y Ouais. avoir une différence. Ouais. Tiens, un sujet super intéressant qui moi me passionne beaucoup aussi, c'est ce rapport à la cohérence, justement, tu vois, d'un roman, donc en début, fin, etc. Euh, Face à cette problématique, toi, comment tu l'adresses, cette problématique, je dirais, de cohérence, que ça soit narrative ou stylistique peut-être. Il y a peut-être les deux pans. Alors pour la cohérence stylistique, ça c'est peut-être le plus compliqué. C'est bah il y a un Ouais. moment donné, il faut faire un choix. Soit reprendre. Je prends l'exemple d'un client qui a fait ça. En fait, ça fait 5 ans qu'il écrit son roman Ouais. et là il a choisi de retravailler des extraits. Et c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, est-ce que c'est cohérent parce que ce que j'avais écrit avant, après ces extraits corrigés, bah, je l'ai écrit il y a 5 ans et j'écris plus pareil. Et bah, donc il a été obligé de reprendre un peu son style d'avant. Il l'a fait divinement bien en plus. Ou alors un peu tout réécrire, ou alors accepter aussi que comme le héros évolue, en fonction de l'histoire que t'écris, hein, comme le héros évolue, ça peut être aussi logique de voir une progression dans le style d'écriture, ça peut arriver. Hmm. Et sur plus l'histoire organique, moi c'est pour ça que je m'attache beaucoup à la narratologie, parce que hier soir j'ai donné un atelier d'écriture et j'en ai parlé, donc je vais en parler. Par exemple, Vas-y. au début d'une histoire, moi ce que je dis c'est de trouver les valeurs en tension chez le protagoniste, des valeurs qu'il Mhm. a.
mais il va avoir du mal à les faire respecter en même temps. Ça, c'est déjà quelque chose que tu vas sentir dès le début de l'histoire, avant même qu'on parle d'objectifs d'enjeu, et que tu peux tirer très longtemps. Je te prends l'exemple de Katniss dans Hunger Games. Dès le début, on voit que elle veut protéger sa famille, notamment sa petite sœur dont elle est très proche, et en même temps, elle veut plus de justice dans ce monde. Et c'est difficile d'avoir les Hmm. deux en même temps. Et ce besoin de protéger sa petite sœur, ça l'a tiré jusqu'à la fin du tome 3. Hmm. Et donc, c'est là la cohérence. Pour moi, ça se travaille aussi beaucoup sur la narratologie. En fait, quand tu fais tes choix en conscience, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu choisis Hmm. chaque chose, pourquoi tu écris ça à ce moment-là, bah, tu peux écrire une histoire hyper Hmm. cohérente. Ouais. Là, on tombe sur un vrai point essentiel, c'est la clarté que tu mets sur tes choix et tes intentions. Et très souvent, là où on voit, voilà, je suis pas capable de, et tu vois qu'on met plein derrière de croyances, il y a un vrai truc qui est que quand tu écris sur plusieurs mois, si ça c'est pas clair, dire si tes intentions, tes choix sont pas clairs, c'est évident avec les aléas de la vie, avec ce que tu peux voir, avec ce que tu peux entendre, avec ce que tu peux ressentir, qu'il y aura une différence entre le chapitre 1, le 15 et le 35, quoi. Et cette différence-là, elle fait des incohérences. Il suffit que, je sais pas, tu passé une journée dans les bouchons où tu sois bien énervé. Le soir, ton personnage, il sera bien en colère avec une valeur. Putain, mais il y en a marre de ces gens qui respectent pas le code de la route, tu vois. Et à l'inverse, ça peut être totalement différent si ta journée, ça a été papillon et champ de fleurs, tu vois. Et quand tu as bien pris le temps de poser, comme tu disais, tes choix, tes intentions et de faire tout ça en conscience, et bah cette cohérence, naturellement, elle vient beaucoup, elle vient plus vite. Et en plus, elle te permet aussi d'adresser ces nouvelles idées. Tu vois, c'est avant de dire ah ouais non mais là j'ai envie que mon personnage il soit très en colère. Est-ce que ça respecte vraiment ce que j'ai mis derrière tout ce qu'il y a dans ce personnage? Et c'est un petit peu, ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais en vérité. C'est extrêmement important. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu as cité de bataille de valeurs que tu peux pas faire respecter. Parce que ça crée un vrai nœud de tension, quoi. Et effectivement, Hunger Games, là, est un bon exemple. Ouais, ça va très loin, justement. C'est tout ça, après l'impact sur tout le monde. Ouais, t'as trop bien. Super bon exemple. Et les ateliers d'écriture, tu les, t'en fais souvent, tu les fais comment? Tu quel angle toi, pour ces ateliers? Non, je démarre les ateliers d'écriture. Donc là, Trop bien. je l'ai fait uniquement avec Kobo. OK. J'étais marraine du mois de l'écriture en Mmh. 2025 et du coup, c'était la récompense des finalistes. Donc ils ont 12 ateliers avec moi. Donc je suis avec eux pendant Incroyable. 6 mois comme ça. Et sinon, il y a des ateliers d'écriture que je vais donner, mais c'est pas encore fait, OK. avec une entreprise aussi mais là, ce sera des ateliers d'écriture en physique, donc dans le cadre de résidence d'auteur. Euh, et voilà, ce sera à partir de avril, je crois. Trop bien. Et moi, bah, comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment, je me concentre vraiment sur la narratologie, donc c'est ce qui me passionne et c'est là où je suis meilleure. Donc, je pars du Mmh. principe qu'il faut être là, il faut faire ce Ouais, pourquoi on est meilleur. C'est mieux comme ça, t'apportes plus de valeur aux gens. Donc, je me concentre vraiment sur ça. Tu vois, par trop exemple, bien. là, mes ateliers d'écriture avec Kobo, il y a une partie magistrale, une partie écriture et une partie retour. Alors que d'habitude, les ateliers d'écriture, c'est majoritairement bah, de l'écriture, en fait, avec au départ une consigne, et après on écrit beaucoup, et à la fin on échange, il y en a qui lisent, Mmh. on fait des retours. Moi, je travaille pas comme ça parce que ce que je veux, c'est que les gens puissent avancer concrètement sur leur texte. Alors que OK. j'en ai fait des ateliers d'écriture en tant que participante, et il y a ce côté qui est très bien, mais très frustrant, où tu travailles juste la créativité. En fait, on te dit, par exemple, à partir d'une Ouais. photo, invente une histoire. Ok, c'est intéressant. Par contre, j'ai pas appris. Ça Mmh. me dérange. Moi, je veux apprendre et je veux que les autres puissent apprendre, vraiment comprendre des techniques et puissent se l'approprier après pour leur propre histoire. Ah, trop bien. J'aime beaucoup l'approche, justement très orientée autour du projet de la personne. Encore une fois, hein, ça devient quelque chose d'humain, et ouais, c'est une très bonne idée. Effectivement, moi, c'est toujours ça qui m'a pas attiré. Et alors, je dis pas que c'est pas bien, tu vois? Je pense qu'il y a plein de gens justement, avec qui ça fonctionne bien parce que justement, ça fait travailler la créativité, ça permet de s'autoriser à partager et cetera. C'est des très bons premiers pas. Mais effectivement, moi, ça m'a toujours, un petit peu frustré,
Et puis en fait, je me rends compte que je le fais déjà quotidiennement depuis 3 ans. Moi, tu vois, j'ai des thèmes aléatoires et tous les jours, j'écris sur ça, tu vois. Donc c'est vraiment juste un truc un peu libérateur, tu vois. Euh, mais effectivement, c'est sympa comme angle. Et moi, il y a un autre truc. Euh, alors, tu vois, je saurais pas trop comment l'explorer encore, mais je suis assez fasciné de quand on fait un dessin ou qu'on raconte une histoire par rapport à un truc qu'on nous donne d'un coup comme ça, à quel point ça dedans transparaît les vrais enjeux de la personne au moment où elle le fait, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup faire, alors j'avais eu l'occasion de faire tout ça en formation de coaching, je l'ai pas eu l'occasion de le faire vraiment pour l'instant avec des vraies personnes, tu vois, orientées écriture. Mais quand tu demandes à quelqu'un de faire un dessin ou de raconter une histoire qu'il n'a pas prévu de raconter, et après tu creuses euh, sur les images qu'il y a, sur les archétypes qu'il peut y avoir derrière, et que tu creuses ces fils-là, ouais, tu trouves des trucs vraiment pépites et des vrais cailloux dans la chaussure des gens, quoi. Et, euh, et je pense que c'est très, tu vois, moi, ma passion, c'est un peu quelque part la psychanalyse et toutes les analyses des rêves qu'ont pu faire Adler, Jung ou Freud, tu vois. Et surtout Jung, en fait, il a beaucoup travaillé sur ces symboles. Et je trouve ça passionnant de tirer un symbole comme ça et d'aller voir ce que ça représente chez la personne. Parce que quelque part, si dans son dessin, elle a mis une étoile filante, c'est pas pour rien, tu vois, même si ça paraît anecdotique. Et j'aime bien cette petite attention aux détails. Là, je fais une digression sur les ateliers d'écriture, mais je sais pas, j'aime bien cette petite attention aux détails et autour de la créativité comme ça. Mais je suis Voilà. d'accord avec toi, tout ce qu'on met dans l'art, peu importe sous quelle forme, c'est pas anodin. Ça dit quelque chose de nous, en fait, c'est forcément révélateur. Et souvent Mhm. de manière inconsciente, en fait, hein, comme tu dis. Et trop cool. J'aurais des milliards de questions d'autres à te poser. Euh, Peut-être si quand même en narratologie, si t'avais j'ai envie, putain, mais je sais pas laquelle choisir. Euh, et en fait, j'ai envie de te poser la question à la fois sur la narratologie ou à la fois sur peut-être les neurosciences ou comment comprendre nos motivations, tu vois, ou comment on fonctionne. Est-ce que tu aurais des ouvrages ou des ou des ou des contenus ouais à conseiller? Et en préambule, je rajouterais que bah déjà il y a toi, tout ce que tu partages, voilà. J'imagine que tu fais beaucoup dans ta newsletter aussi, et donc déjà première personne à aller vers qui se tourner, et ensuite je te laisse la main si tu as des choses à conseiller, je dirais. Sur les neurosciences ou la psychologie, alors moi je suis un peu zinzin, je vais voir les livres écrits par les médecins. Les livres en fait Hmm. que genre tu fais médecine, t'es en psychiatrie, Ah, il faut que tu lises ces livres-là. Moi j'achète ceux-là, ouais. donc vraiment t'es à la source, c'est extraordinaire. Donc parce que les livres en fait il y a des livres aussi très bien grand public, mais en fait faut regarder qui les a écrits. Parce que des fois, c'est des personnes professionnelles, donc là, je trouve qu'on apprend beaucoup plus, c'est tellement clair. Et des fois, c'est juste des personnes qui ont vécu quelque chose, par exemple, et c'est juste leur expérience, donc c'est un peu Hmm. différent. Donc moi, j'aime bien aller à la source vraiment professionnelle. Ça, je trouve qu'on apprend tellement plus. Et pour la narratologie, il y a plein de livres que j'aime bien. Je crois qu'un des basiques qui m'a vraiment aidé, c'était Personnages et points de vue de Orson Scott Card, parce que les Ok. personnages, c'est quand même très important dans, c'est quand même, tout est fait quand même autour d'eux dans une histoire, donc celui-là, il est exceptionnel. Il est très vieux, mais pépite. Et sinon, moi, je m'attache pas trop aux livres comme ça, mais moi, enfin, je vous dis, allez voir, par exemple, en médiathèque, si vous avez une médiathèque près de chez vous. Moi, c'est comme ça que que j'ai découvert mes livres, en fait. Et des fois, t'as des très vieux livres dont personne ne parle et qui sont, mais, exceptionnels. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme scénariste sur un jeu vidéo, c'était la première fois. Ouah. Grosse panique à bord, je suis allée à la médiathèque. Et les livres dont on parlait, que j'ai achetés, bah, ils n'étaient pas extraordinaires. Et j'en ai trouvé un vieux, là, dont personne ne parlait. Mais il était tellement clair, ça analysait Tomb Raider exactement comment ça avait été fait. Et j'ai tellement appris avec ce livre. Et donc, des fois, enfin, moi, j'aime bien aller chercher, en fait. Aller dans les rayons. C'est les rayons cinéma, en général, pour la narratologie. Et regarder ce Ouais. qui vous parle le plus, parce que pareil, chaque auteur a une approche différente. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est pas ce que vous allez aimer. Et inversement, par Hmm. exemple, tout le monde parle de l'anatomie du scénario de Truby. Moi, je l'ai Ouais. jamais lu, tout simplement, parce qu'il n'était pas dans ma médiathèque. Et je ressens pas le besoin de le lire, mais tout le monde m'en parle en bien, bah, très bien. Mais moi, je l'ai pas lu, et c'est ok. Hmm. Donc, prenez ce qui vous appelle aussi, parce qu'on a tous une Ouais. sensibilité différente.
J'aime beaucoup ce message. Laissez-vous porter par votre instinct. Allez Oui. dans un rayon et choisissez un livre. Mets avis que c'est pas pour rien que vous avez pris celui-là, tu vois. Il y a forcément un message. D'ailleurs, c'est un exercice que je trouve marrant à faire. Tu, genre, tu vas dans ta bibliothèque, tu prends un livre au hasard, tu ouvres une page et tu lis genre juste une ou deux phrases. Et là, tu essaies de comprendre ce que ça peut. Pourquoi t'as lu cette phrase maintenant, tu vois. Alors, c'est un côté peut-être un petit peu perché spirituel, mais moi, je trouve ça très très marrant. Et ton cerveau fait des liens, tu vois. Tu disais tout à l'heure, c'est une belle boucle d'ailleurs. On aime répondre à des questions. Ouvrez un truc au hasard et demandez-vous pourquoi, euh, quelque part, l'univers vous a fait lire cette phrase maintenant, tu vois. Et là, le cerveau, il fait des liens marrants. Un Et petit peu perché, mais c'est une belle manière de créer des associations d'idées et de ouais, développer sa créativité aussi. En plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai, carrément. Carrément. Ah, trop cool. Pour conclure, pour reboucler sur Level Up, il y a une question que j'aime bien poser aux auteurs quand ils me parlent de leur livre. Si tu avais quelque chose d'un peu insolite que tu dirais pas forcément comme ça en parlant de ce livre, ça serait quoi? drôle de question. Si j'avais quelque chose d'insolite pour parler de ce livre, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir testé le concept sur mon fils de 7 ans quand même et de voir que ça avait le même effet sur lui que sur moi. Ça, j'ai trouvé C'est ça. incroyable. Ouais, Enfin, ouais, parce que je me suis dit, ça va peut-être marcher que sur moi. Et quand je vois que ça marche sur un enfant aussi, je me dis, ah, il y a vraiment un truc avec le jeu. Euh, Non, je pense que c'est juste ça, en fait, mon ouais, anecdote. j'adore, j'adore. C'est une super anecdote d'ailleurs. Bah écoute, merci beaucoup Anaël. Le livre il est dispo partout, il est dispo Partout depuis en quasiment une librairie. semaine maintenant. C'est Enfin vrai. là au moment où on enregistre. Et bah foncez, foncez. Moi j'attends de passer dans une Fnac pour aller me le procurer. Je vais m'amuser un petit peu. Je sens que ça va bien me parler moi à mon cœur de gamer qui aime la progression. Et je l'ai pensé Merci. comme un jeu vidéo, mais Mm. version papier, en fait. C'est comme ça qu'on Ouais, l'a c'est trop bien. imaginé, en tout cas avec Marabout. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Anaël, pour ton temps, pour tous tes partages hyper précieux. Et je vous invite, si vous êtes à la fois passionné de narratologie, si vous avez des envies de questions, des besoins de bêta lecture, à aller faire un tour sur son compte Instagram qui est absolument passionnant. Et voilà. Merci pour cet échange, c'était super chouette.